Bonsoir vous, et bienvenue chez La Pérouse, où j'ai la chance ce soir de recevoir Jean Le Gall pour son nouveau roman Dernière nouvelle de Rome et de l'existence, publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Vous êtes éditeur, un très bon éditeur, vous êtes le patron de Séguier et du Cherche-Midi, où vous avez notamment publié Jean-Pierre Montal, qui a obtenu le prix des Deux Magots cette année, mais aussi les mémoires de Werner Herzog, de Grace Jones, d'Helmut Berger, de Mirwais, de Pascal Thomas, de Monica Vitti et d'Eddie Lamar. Quel point commun y a-t-il entre tous ces mémorialistes ? Je pense que ce n'était pas d'excellents gestionnaires de l'existence, thème du roman pour lequel vous m'invitez. Et le seul point commun aussi, c'est vous. C'est vous qui avez publié tous ces livres. Alors, vous êtes aussi, et avant tout, romancier. Et c'est un excellent romancier. Vous êtes l'auteur des Lois de l'Apogée en 2016, de L'île introuvable en 2019. Vous êtes aussi l'auteur d'un des meilleurs romans de l'année, je le dis, Les yeux dans les yeux de cette caméra, dernière nouvelle de Rome et de l'existence. C'est vraiment un pur joyau, un bonheur de lecture. On se délecte à chaque paragraphe. Vraiment, je vous dis merci d'avoir écrit ce livre. Merci d'avoir écrit ce livre. Vous avez aussi défendu les vins de Bordeaux. J'ai là votre essai pour défendre les vins de Bordeaux l'année dernière. Comment passe-t-on de la défense des vins de Bordeaux contre les vins punk à chien qui puent à ce livre de nostalgie et de merveille? Est-ce qu'il y a un point commun entre les deux? Sincèrement, aucun point commun. La vie a plein de compartiments. Eh bien, je passe de l'un à l'autre. On enjambe ça sans trop de difficultés. Effectivement, à l'occasion, peut-être qu'en écrivant ce roman, j'ai bu du vin de Bordeaux, mais je ne vois rien. En fait, la défense des vins de Bordeaux, c'était la défense des beautés classiques, mais peut-être que vous avez vu écoutez, vous avez écrit un livre qui est l'histoire d'un type qui vieillit et qui déambule dans Rome en 1969. Et c'est un endroit comme un grand cru classé. Être à Rome en 1969. J'imagine que vous avez d'ailleurs choisi d'écrire un livre qui se passe là-bas et à cette période-là, parce que vous-même, vous vouliez vivre à l'intérieur comme quelqu'un qui boit un grand vin. Voilà, un endroit où on aurait tous aimé être, quoi. C'est pas pour cette raison que j'ai fait élire domicile à mes personnages à Rome en 1969. S'ils sont à Rome à ce moment-là, c'est pour cette raison que, comme beaucoup d'écrivains, je suis à la recherche du moment de bifurcation, c'est-à-dire le moment où, éventuellement, le genre humain avait des possibilités différentes, des options différentes sur la table. Et c'est bien ce qui s'est passé à Rome. D'un côté, il y avait les options de la société de consommation, c'est-à-dire que toute une classe populaire et moyenne italienne s'est vue la possibilité d'améliorer son logement, d'avoir un logement, d'avoir des petits cabriolets rouges. Et puis de l'autre côté, il y avait une agitation politique, et cette agitation politique, qui d'ailleurs doit beaucoup à l'exportation du mai français de 1968, eh bien a muté en une radicalité politique. Et donc, mon personnage est à la croisée des chemins. Oui. Alors c'est très intéressant, il s'appelle Nicola Palumbo. Il vient d'être élu patron du Parti communiste italien, et le jour de son élection, il quitte tout, il fait un discours en disant non, tout ça, ça sert à rien. Il s'en va pour devenir vendeur de canapés dans un magasin de canapés. Et là, le livre commence avec cette idée complètement dingue. Il veut exister autrement. Il croit plus dans la politique. Oui, l'hypothèse peut paraître absurde. Elle l'est, assurément. Simplement, le chemin des idées chez une personne peut avoir des aboutissements inattendus. D'abord, j'ai toujours considéré que la dignité commençait par la honte de soi. Et quand Nicola Palumbo est investi à la tête de ce parti communiste dissident, il réalise qu'il y a un plébiscite étrange et anormal autour de sa personne. Enfin, il voit bien que la politique tombe de manière immanquable dans le piège de l'idolâtrie démocratique éventuellement, mais le fait est là, c'est que on aime abusivement du côté des militants et le discours et l'homme. Alors, il en prend conscience avec des événements que l'on va découvrir un peu plus tard qui étaient en réalité dans son passé.
Et il se dit, mais la politique est à côté de l'existence, elle est au-dessus de l'existence, mais elle n'est pas dans l'existence. Elle alourdit, pire que ça, elle alourdit l'existence. Elle gâche l'existence. Et donc, il se dit, moi j'ai envie de retrouver le genre humain, j'ai envie de donner du coude au milieu du genre humain. Et donc comment je m'y prends ? Je m'y prends au gré d'une flânerie dans Rome. Il voit qu'il y a un poste à prendre dans un magasin de canapés. Il rentre dans le magasin de canapés. Il dit voilà, je voudrais bien une place chez vous. Le patron du magasin lui dit mais attendez, je vous préviens, je suis pas communiste. Et Palumbo répond mais moi non plus. Non, parce que Palumbo il est connu. Il est quand même. Le type vient d'être élu président du Parti communiste. Il est donc très connu. Il dit mais imaginons Georges Marchais qui rentre au BHV pour être candidat à faire un stage. C'est des choses un peu spéciales. Donc c'est vrai que à partir de là, vous faites un livre existentialiste, un livre sur la condition humaine, sur ce que c'est qu'être un homme à la fin des années 60 et dans la plus belle ville du monde. Et c'est vrai que alors on pense à la Grande Bellezza bien sûr. On pense aussi à ce chef-d'œuvre, ce petit chef-d'œuvre que vous avez certainement lu, je pense, Le dernier été en ville de Gianfranco Caligaric. Qui était aussi chez Gallimard et qui est une merveille, vous en conviendrez. Mm-hmm. Ce sont des influences revendiquées ? Non, ce roman-ci, je l'ai lu après, parce que je ne voulais pas être sous la coupe d'un roman trop bon. Donc, vous voyez, je le constate, effectivement, non, je l'ai lu et je le classe parmi les grands livres sur l'Italie. Mais voilà, mon personnage, en tout cas, de Nicolas Palumbo, lui, il est en quête de la vie vivante. Et donc, il s'en va la chercher, et puis au gré de ses longues pérégrinations à la fois dans la ville, auprès de ses amis, et surtout mentales, parce que beaucoup de choses se passent dans sa tête, eh bien, il en vient à se poser des questions que vous qualifiez d'existentielles, mais qui vont aboutir à une conclusion inverse. Oui. Enfin, on pense quand même à la Grande Bellezza. Ça, vous l'avez vu quand même. Le côté écrivain revenu de tout. Dans le film, il croise Fanny Ardant. Là, il croise Silvana Mangano. Il y a des hommages qui sont d'ailleurs dans les bons livres. On rend hommage aux bonnes œuvres, aux belles œuvres. Oui, mais il y a effectivement la Grande Bellezza. J'ai du reste publié le scénario écrit par Paolo Sorrentino et qui se lit comme un roman. Mais naturellement, en 69, il y a beaucoup de géants du cinéma italien et qui ont une ombre portée sur le livre. Que ce soit De Sica, dont on parlait tout à l'heure, enfin de Risi, d'Ettore Scola. Ouais. Voilà. Enfin oui, c'est difficile de défaire cette histoire de l'influence du cinéma italien. Alors, je vais vous faire un compliment vexant, c'est ma spécialité. Vous savez, parfois, les gens s'étonnent, ils sont surpris quand un livre est bon. Et alors, comment le prendre ? Mais c'est un peu ce qui se passe avec ce livre. Je ne m'attendais pas, de votre part, à un livre de ce niveau. Vraiment, je suis très admiratif. Alors, comment trouvez-vous le temps d'écrire, puisque vous dirigez 2 maisons d'édition, vous passez votre temps à lire des manuscrits, à les lancer, les promouvoir, et je suis très épaté. Comment avez-vous fait ? Une des réponses, c'est que le livre n'est pas si long. C'est un livre de 200 pages, voilà. Oui. Je fais comme tout le monde, chacun soupèse un peu ses priorités et le temps qu'il doit employer à l'une ou l'autre. Mais enfin, le métier d'éditeur, l'activité qui consiste à écrire un livre, vous admettrez qu'ils ont au moins un point commun, c'est a priori une passion pour tous ces sujets. Donc voilà, on fait un arbitrage entre les passions. Enfin, vous écrivez, vous êtes, enfin je sais pas, quand le week-end, pendant les vacances, la nuit. Franchement, alors là, Frédéric, vous me décevez avec des questions comme ça. Hein. Franchement, je vous le dis, vous savez, c'est une question classique quand on se rend dans les salons du livre. Vous écrivez la nuit, vous écrivez debout. Pratique. Oui, alors les questions pratiques, j'écris sur un ordinateur en position assise et de préférence le dimanche. Très bien. Ah oui, d'accord. Mais ça m'intéresse parce que figurez-vous que j'ai reçu ici Jean-Paul Antoven il y a 2 semaines qui m'a dit que lui, il avait quitté l'édition pour pouvoir écrire. Il était pour lui impossible d'être éditeur et écrivain. Et vous y parvenez et avec vraiment une vraie qualité. Merci. Bravo. Bon, alors, et d'ailleurs, j'ai peut-être une hypothèse. Ce livre-là, il est meilleur que vos précédents parce que comme vous avez pas trop de temps, vous accélérez. Ce livre, il va plus vite que les précédents. J'ai l'impression. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez appuyé sur l'accélérateur ?
Les autres avaient une forme, si vous voulez, un peu plus balsacienne. On prend du temps pour déployer à la fois des personnages, des vies, un univers. C'était des livres qui, de manière, pour les résumer en tout cas, avaient pour objet de décrire des mécanismes qui sont complètement contemporains et de les porter à la connaissance du public. Voilà, donc je m'étais intéressé à différents univers, celui de l'édition, celui de l'économie, de la finance, etc. Celui-ci, encore une fois, est d'une encre très différente. Oui. Si vous vous penchez sur la question de l'existence qui désintéresse spectaculairement et unanimement les gens, vous vous dites qu'il y a bien une raison. Et donc, on peut le juger durement. On peut se dire, tiens, 75%, j'ai lu par exemple une statistique, 75% des Français de moins de 35 ans sont allés au moins une fois à Disneyland. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Rien. Vous comprenez? Oui. Et je le dis sans mépris. Je dis que il y a une moyennisation des gens, de la vie, des critères, et qui nous met à côté, toujours à côté des sujets essentiels. Et la politique, par exemple, est un agent de divertissement cruel et tout puissant, qui nous projette tout le temps dans des débats que je trouve byzantins, inutiles. Votre personnage est revenu de tout. Il est d'une telle lucidité qu'il ne peut presque plus vivre. Et au fond, peut-être que justement, vous qui êtes dans les affaires, qui dirigez des maisons d'édition, vous êtes dans la fabrication de plusieurs livres par mois. Justement, là, quand vous écrivez ce livre, c'est pour peut-être vous venger du reste de votre vie et dire non, mais tout ça n'a aucun sens, tout ça ne sert à rien. C'est une libération peut-être pour vous. Ah, évidemment. Oui. Je veux dire, les personnages que l'on crée sont rien d'autre que l'écrivain au second degré. Mais oui, je les utilise pour dire des choses dans lesquelles je crois. Mais encore une fois, il faut pas les mettre dans un seul personnage et il faut pas faire deux piles. Je reproche au monde moderne d'avoir fait une pile du bien, une pile du mal. C'est pas pour m'y prendre de la même façon avec ma création de personnage. Donc tout cela est un peu mélangé dans mon bestiaire. Alors, pour prouver que ce que je dis est vrai, il faut prouver au spectateur, et donc je vous demande de lire le paragraphe que j'ai entouré, car c'est moi qui ai le pouvoir dans cette émission. Un homme très vieux, très élégant, s'était approché de Luigi en cherchant ce genre de conversation badine et crépusculaire que l'on peut avoir dans un bar d'hôtel vaguement flétri quand, à la tombée du jour, il s'est empli de lumière basse et qu'on tourne dans un verre lourd sans whisky en prenant l'air d'un chanteur usé par les tournées. J'aime beaucoup ça, et j'aime beaucoup aussi ce passage-là, plus philosophique. Prenez le temps, ne vous pressez pas. Le genre humain, : rien n'est plus commun que le nom. Rien n'est moins définissable que la chose. Nous pullulons, nous filmons, nous écrivons. Nous n'en restons pas moins terriblement imprécis sur nous-mêmes. Le genre humain est un souvenir mal éteint, un miroir au verre dépoli, un peuple étrange où se détache quelque solitude seulement. Bravo. Parlez-moi de cet écrivain Romano Zolfo qui rencontre Nicolas dans le livre. Alors, il est l'auteur de Crime de masse et Cha-Cha-Cha. J'adore ce titre. Il est aussi l'auteur d'un roman qui s'intitulait Inutile et qui tenait toutes ses promesses. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment marché, ce livre. Et lui, il écrit un article sur un roman qui n'existe pas et qui s'intitule Le genre humain. Alors, développer un peu cette idée. Bon, si on s'attarde un instant sur l'histoire de ce livre qui n'existe pas, mais qui divise la société romaine, qui suscite énormément d'articles dans la presse spécialisée, tout le monde s'écharpe à propos de ce livre, les uns crient au génie et les autres au livre prétexte que le livre serait mal écrit, trop pesant, aurait trop de style. Enfin, bon. Personne ne l'a jamais lu. Personne ne l'a jamais lu, il est même introuvable, vous ne le trouverez pas en librairie. Là, rien de neuf, si je puis dire, sous le soleil. Combien de livres que nous n'avons pas lus ont suscité des débats. Et j'allais même dire des ventes. Parce que vous avez énormément de livres qui se vendent et qui ne sont pas lus. Hein, je crois que c'est le destin de quelques Goncourt, par exemple. Non, mais plus largement, ce que raconte le livre, c'est que comme Palumbo, au gré de son existence, au fil de son existence, va constater que nous existons à peine, c'est-à-dire qu'en dépit de nos nombreux efforts, nous ne sommes toujours pas dans l'existence, les vibrations sont rares, la vie vivante dont je parlais tout à l'heure et qui est une expression de Dostoïevski presque introuvable, eh bien,
ce livre qui n'existe pas et qui, encore une fois, est au centre du débat italien, est la preuve surnuméraire que l'inexistence est le thème totalement oublié de l'existence. J'adore votre projet. Alors, vous l'avez dit, les Balzaciens au départ, au sens défini par une phrase d'Ulysse dans la vallée, 1836, que vous citiez en exergue des lois de l'apogée. Cette phrase, c'est « Les parvenus sont comme les singes, desquels ils ont l'adresse. On les voit en hauteur, on admire leur agilité pendant l'escalade, mais arrivé à la cime, on n'aperçoit plus que leur côté honteux. » Donc Balzac méprisait ce qu'il a décrit toute sa vie, c'est-à-dire les gens qui veulent absolument réussir. Et vous avez commencé par dire l'Italie était à un tournant à l'époque de votre roman. Il fallait choisir entre capitalisme et communisme. Et finalement, j'arrive pas à savoir ce que vous pensez. Certaines réussites me semblent tenir de la déchéance. Et certaines autres me semblent confirmer un talent, un don. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Qui réussit? Et dans ces années-là, un intellectuel s'impose qui s'appelle Pasolini. Et Pasolini, il voit bien le danger qu'il y a avec des modèles de réussite et, comment dire, une promotion trop exagérée, qui est faite de la vie économique. Donc, la manière balzacienne de se moquer des processus de la réussite ne veut pas dire que Balzac déteste ceux qui ont réussi chacun dans leur discipline. C'est un peu mon point de vue. Oui. Vous-même, vous étiez un avocat d'affaires à New York. Vous réussissiez très bien dans des grands cabinets. Vous travailliez dans la finance un petit peu. Et vous avez tout quitté pour diriger des petites maisons d'édition, ce qui est une anomalie, hein, je ne vous le cache pas. C'est je sais pas, comme un industriel qui se lancerait dans la sidérurgie aujourd'hui, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est un peu de vous que vous parlez. Je veux pas toujours tout ramener à vous, mais ce Nicolas Palumbo qui plaque la politique pour vendre des canapés, vous ressemble un peu. Alors, sur le sujet autobiographique, si j'étais doué pour mon marketing personnel, je vous dirais, bien sûr, Frédéric, vous avez raison, quel choix audacieux et courageux j'ai fait. La vérité est tout autre. La vérité, c'est que j'étais mauvais dans ce métier. Le métier d'avocat d'affaires. Le métier d'avocat d'affaires, voilà. Celui en mauvais tout cas, ou malheureux? Les deux. Les deux. Et en tout cas, je n'y manifestais aucune qualité qui me permettait à la fois d'être utile à mes clients, à mes associés, et qui ne suscitait chez moi effectivement à l'évidence aucun plaisir. Mais vous avez quand même fait fortune puisque vous avez pu investir dans des maisons d'édition. Non, j'ai fait une connerie, j'ai pas fait fortune. D'abord, j'ai pas investi à proprement parler dans des maisons d'édition. Vous savez, enfin, j'ai démarré dans l'édition avec une toute petite maison. Et j'ai eu le soutien d'un associé, un ami ô combien haut placé dans l'échelle de l'amitié, quelqu'un qui vous aide pour monter un business dans l'édition. On peut dire que c'est un ami premium. Ou un inconscient. Ou un inconscient. Donc non, j'ai pas. Je veux dire, il ne faut vraiment tirer absolument aucun mérite, aucune gloire là-dessus. La littérature est une vieille passion, et puis ce que j'avais observé, c'est que les livres que je désirais, on peut pas dire qu'ils étaient majoritaires en librairie, donc j'ai essayé d'apporter en librairie quelque chose que je désirais pour moi-même. Mais quand même, on aimerait bien savoir où vous vous situez. Je vais pas y arriver, je le sais. Mais vous êtes de gauche ou de droite? Je suis un anti-moderne. Et donc le drame des anti-modernes, c'est que vous les placez nulle part. Pire encore, la définition de l'anti-moderne n'est pas totalement établie, elle est confondue. Et donc je suis voué à n'avoir aucune case dans laquelle je vais me sentir à l'aise. L'anti-moderne, si vous voulez, il a un avantage. Là, je vais être immodeste. Il partage quelque chose avec le sage, c'est qu'il s'étonne de tout. Donc, la modernité m'étonne et généralement me déçoit. Donc, j'en fais un commentaire que j'essaie d'être le plus honnête possible, tout en y introduisant de la dérision. Si vous voulez, quand, dans mon cas personnel, vous détestez globalement la politique, vous n'allez pas vous
vous mettre dans la position de celui qui propose une alternative. Aussitôt, vous tombez dans le piège à con qui consiste à faire une autre politique. Et c'est ça qui m'attache. Enfin, si vous voulez, du point de vue romanesque, ce qui est très intéressant, c'est que les thèmes de la politique et de l'argent sont en réalité sans solution. Et donc, quand, dans mon cas, vous n'avez pas d'esprit conclusif, alors vous êtes totalement adapté à ces sujets-là. Je n'ai pas de solution. Et je suis comme mon personnage, il a décidé un matin de ne pas vouloir améliorer le monde. Le passage du temps, la litanie des saisons ou la métaphore du sable qui fuit entre les mains ne doivent pas te distraire d'un fait capital. C'est à peine si nous existons. Alors, moi je trouve qu'il y a un charme dans ce livre. Il y a un charme impalpable, une lucidité cruelle, et pas de lassitude, parce que vous avez des dégoûts précis aussi, et ça donne. Là, on a envie de vous suivre. Par exemple, jamais de tricot de corps sous une chemise. J'ai pas vérifié, mais j'espère que vous appliquez le précepte. Et voilà. Alors peut-être le fait de critiquer tout sans proposer de solution, c'est ça qui donne une élégance très inactuelle à ce livre qui ne sert strictement à rien. Il ne sert à rien. En revanche, il propose quelque chose d'assez inédit dans sa forme, je pense. Alors, vous voyez, là, je suis totalement modeste. Voilà, enfin. C'est que, si vous voulez... J'en ai un peu marre d'être le seul à dire du bien de votre livre. Je vais essayer de... Aidez-moi. Ouais, je vais essayer de vous aider. Chaque roman porte en lui sa propre contradiction. En fait, il y a comme une menace de la propre réfutation de la thèse de l'auteur. L'auteur, quand il écrit son roman, eh bien, il a le confort de ne pas être contredit, sauf que ces personnages, parfois, portent en eux les germes de cette contradiction. Mais il y a quelque chose de plus intéressant. C'est la contradiction que l'on apporte à soi. C'est-à-dire, toute la journée, on peut faire cette expérience d'un cerveau, le nôtre, qui se renvoie des deux côtés, des deux rives de l'intelligence, des propositions pour, des réponses contre. Et donc, Palumbo, on l'entend, on le lit en train de penser, on le lit en train de se dire tu as raison, tu as tort. Et c'est cette, je crois, voilà, si vous voulez, c'est cette psyché-là qui m'intéresse, qui est un peu celle de la conscience de Zéno, sauf que Zéno c'est un velléitaire, Zéno c'est une vie de dernière cigarette. Promis, j'arrête. Mais en réalité, notre Palumbo, il est plus, en tout cas, dans la dynamique romanesque, il est plus rapide et plus prompt à nous intéresser parce que il va au bout de ses actions. Oui. D'ailleurs, il s'écrit des lettres à lui-même, comme le faisait Paul Jean Toulet. Il s'envoie des lettres à soi-même. Et je pense que c'est une bonne idée pour nos spectateurs. Si jamais, par exemple, vous êtes en voyage, en vacances quelque part, et que vous vous emmerdez évidemment, comme tous les gens qui sont en vacances, envoyez-vous des lettres à vous-même, comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous ouvrez une enveloppe et j'ai écrit ça. Ça peut même se retrouver dans un livre de ce genre. Ça, c'est une belle idée. Vous saviez que Toulet faisait la même chose ? Non, et il y a également, je crois, Gomez de la Serna qui a fait cela, et je l'ai appris ensuite. Encore une fois, Palumbo veut vérifier à tout prix la réalité de son existence. Et donc, effectivement, il s'écrit ses lettres à lui-même, et même à la fin du roman, il va louer un appartement en face, enfin une chambre d'hôtel en face de son appartement, pour voir son existence de l'extérieur. Mais c'est un truc auquel il faut être attentif quand on est passionné de littérature. Les grands auteurs ont toujours saisi ce moment où l'existence leur apparaissait comme évidente. Donc on connaît la fameuse histoire de la racine dans La nausée de Sartre. Mais il y a... Vous pouvez la réexpliquer pour les incultes qui nous regardent. Le personnage, je crois, a les fesses posées sur un banc public, et puis donc il est il me semble, au bord d'un étang, et il voit la racine d'un arbre plongée dans la terre, et puis alors là, avec des mots qui sont ceux de Sartre, il comprend que devant lui, eh bien, il n'y a pas une chose abstraite, il y a une chose totalement concrète. Et ce réel-là est un réel dont il n'avait pas vraiment saisi la dimension. Et l'important, c'est la gravité. Mais le problème, voilà, par exemple, de Sartre, c'est que tout cela abandonne beaucoup trop de choses à la philosophie, à la politique, à la sociologie, appelez ça je sais pas comment, mais pas à la littérature. Pour en revenir donc à Palumbo, lui il fait donc le constat inverse. C'est-à-dire, on a beau s'acharner, on a beau s'escrimer à faire plein de choses, à la fin de la semaine, un dimanche soir, à un moment de faiblesse particulier, on se rend compte que dans les 6 derniers mois qui viennent de s'écouler, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à Sartre, mais au fond, vous avez réécrit La nausée, mais en mieux habillé.
avec des beaux costumes. Voilà, c'est Rome, c'est la plus belle ville du monde. Et c'est très agréable parce qu'à chaque page, quand même, le décor est là et puis il y a la vie italienne et il y a ce plaisir-là qu'on trouve pas vraiment chez Roquentin, vous voyez. Je voulais le héros de la contredire nausée. surtout. Je voulais le contredire. Oui. Oui. Alors la scène que j'ai préférée, c'est une scène où un riche demande à un ami de le tuer, mais pas tout de suite. De le tuer dans les 5 ans sans lui dire quand. Et il le paye, il donne de l'argent. Voilà, je te donne de l'argent, achète-toi un pistolet et tu dois me tuer entre maintenant et dans 5 ans. Et comme ça, je vais reprendre goût à l'existence. Ça, c'est un fantasme à vous. Vous pensez que pour jouir de l'existence, faudrait savoir que quelqu'un va nous assassiner à un moment? Alors, j'en conviens, ça va pas fort. Mais j'en suis pas là. J'en suis pas là, Frédéric. Donc, non, encore une fois, c'est du roman. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, il faut pas oublier, il faut revenir au métier. Il faut revenir au métier. Oui. Et j'adore moi, en tant qu'auteur, j'adore raconter ce genre de scène. Ouais. Mais je pense que ceux qui, par exemple, sortent très tard et tout le temps, boivent beaucoup, etc., bien sûr que ils ont bien compris que la menace n'était pas dans la mort, elle est dans la vie. Et donc, vous voyez, c'est cette il y a c'est une manière de faire la guerre, mais sans faire la guerre, quoi. Ouais. Si vous voulez. Oui, très bien. Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais noté là? Parce que je suis illisible. Ah oui. Est-ce que, quand même, ce roman, dans la mesure où c'est le roman du refus de l'engagement, hein, un politicien qui démissionne, est-ce que c'est pas aussi un roman de hussards? Les hussards, c'était quand même l'école littéraire, après la guerre, du non-engagement. Oui, il y a quelque chose effectivement de ce que par exemple Nimier a pu écrire dans Les Grands d'Espagne. Enfin bon, voilà, oui, il y a ou Blondin dans l'Europe buissonnière. Pourquoi pas? Oui. Mais en fait, c'est pas que je fuis une école ou un maître. C'est que j'ai vraiment voulu pour ce roman plonger davantage, si vous voulez, dans des sentiments que dans des opinions. Et donc forcément, si vous mettez à la suite d'auteurs qui ont marqué les esprits avec des opinions, vous êtes mal embarqué. Il y a beaucoup de plaisir des phrases qu'on a envie de noter tout le temps. Moi, j'en cite une. Sur l'Italie, vous dites 2 ou 3 fois par siècle, ce pays s'endort au volant. Et d'ailleurs, enchaînons, c'est très bien trouvé, bravo à moi. Devine tes citations Le Gall. Donc c'est un jeu où je vais lire des phrases de vous, tirées de tous vos livres, et vous devez me dire dans lequel de ces livres vous avez écrit cette phrase. C'est vache. Cela fait des années que je publie des romans où je me suis égaré dans des innovations totalement improductives et barbantes qui n'ont intéressé personne. Ça peut être dans 2 livres en réalité. Ça peut être L'île introuvable et ça peut être celui-ci. C'est celui-ci. Parce que un des personnages de L'île introuvable était un de ces écrivains sans idée, qui était à sec. Ouais. Mais vous avez un regard quand même très désabusé sur la littérature, alors que vous passez votre temps à éditer des livres. Je me suis égaré dans des innovations totalement improductives et barbantes qui n'ont intéressé personne. Est-ce que c'est... Comment vous arrivez à parler après à vos auteurs en leur disant voilà ce que j'ai écrit, voilà ce que je pense au fond, tout ça ne sert à rien? Un peu de contexte. Le personnage qui dit cela à la fin des années 60. Et vous le savez, il s'est passé des expérimentations dans la littérature qui ont été assez audacieuses. Et donc, je vais pas revenir et faire ennuyer tout le monde, voilà, avec le nouveau roman, mais voilà, ce sont ces années-là. Et donc, effectivement, moi, j'ai pensé à Philippe Muret. Muret, dans son journal intime, dans son journal littéraire, raconte un soir, il est un peu saoul, je crois qu'il est en train d'uriner au pied d'une statue, et qui est alors je ne sais plus qui c'est, mais une grande figure des lettres classiques. Et tandis qu'il pisse au pied de la statue, il réalise que pendant toutes ces années, il n'a pas écrit de roman, il a perdu du temps dans des expérimentations, et qu'un roman, c'est un début, un milieu, une fin, des personnages, une tension, une narration, etc. Voilà. Alors, une autre phrase de vous. Peut-être de vous. En tout cas, qui est dans un livre que vous avez écrit.
À mesure que les gens se mettent docilement à l'école du besoin, seuls les très riches et les très démunis semblent capables de donner forme à leurs désirs. Lénine. Lénine, oui. Lénine qui est le modèle de Nicolas Palumbo, parce que Lénine a dit une chose qui intéresse beaucoup Palumbo. Il dit, d'accord, pour qu'il y ait des leaders de la cause politique, ils doivent marcher devant les classes populaires, mais d'un pas seulement. C'est-à-dire que Lénine dit que les seules personnes vraiment honnêtes, qui, je cite, donnent forme à leurs désirs, sont les très riches et les très pauvres. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est pas surprenant, ça? Si, c'est surprenant. Ouais. C'est la raison pour laquelle ça se retrouve dans un roman. Parce que vous critiquez donc à la fois la société de consommation, enfin, pas vous, Nicolas, bon, j'arrête de vous embêter, vous, la société de consommation et aussi l'impossibilité de la révolution. C'est ces deux choses-là qui vous gênent. Donc vous haïssez les bourgeois, en fait. Alors, il y a ou Nicolas, pardon. Non, mais c'est évidemment pas de la haine. C'est simplement le constat que ni l'un ni l'autre n'ont marché à la hauteur des espérances. Maintenant, il y a un sujet. C'est la naissance d'une classe sociale qui va les absorber toutes. Et donc, c'est le petit bourgeois planétaire. Il y a un philosophe italien de ces années-là qui a dit que les petits bourgeois planétaires était le format dans lequel le genre humain allait à son autodestruction. Donc, ça a été pensé, comme dirait un éditorialiste aujourd'hui, c'est documenté, mais voilà ce que le roman met en scène. Oui. C'est ce destin-là. Oui. Vous êtes donc assez pessimiste sur l'avenir du monde? Vous pensez que nous allons nous autodétruire et être remplacés par des IA? D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas, mais non, j'en suis pas. Moi, je suis pas pessimiste, je suis sceptique. Oui. Bon, c'est une nature. Après, il y a faut pas nier les bonnes surprises. Vous pourriez dire, mais non, je suis un résistant, je suis éditeur, vous voyez, je publie des livres qui ne sont pas écrits par ChatGPT, donc je me bats. J'imagine qu'il y a d'autres éditeurs qui publient des êtres humains avec 2 bras de jambes. Bon, voilà, on le fait avec chacun avec nos critères. J'ai les miens. Bon, je campe sur mes positions à propos de la littérature, c'est-à-dire que je préfère réserver le roman à l'imagination, au talent, qu'à l'expérience et au témoignage. Oui. Voilà, bon, c'est mon école, hein, j'ai pas... Oui, et ça c'est vrai que c'est intéressant parce que depuis une demi-heure, j'essaie de vous cataloguer dans l'autobiographie. Au fond, c'est pas du tout ça que vous avez fait. Vous avez exercé votre droit à l'imaginaire. Totalement. Ouais. Et je crois qu'il y a plusieurs auteurs aujourd'hui qui ont pris conscience de l'urgence à rapatrier la fiction dans le roman. Hein. Vous voyez, les chaînes, les plateformes du type Amazon et Netflix connaissent le triomphe avec des œuvres de pure fiction. Et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on publie? On publie des gens qui s'adressent à un public comme s'ils allaient déposer des plaintes dans un commissariat. Donc forcément, il y a une adéquation générale entre les attentes du public et ce qui est proposé. Vous êtes un romancier marxiste et imaginatif. Je pense que Marx ne me reconnaîtrait pas parmi les siens, mais non. Autre phrase de vous, New York n'était plus qu'une excentrique convertie au tiède, un phare éteint, une cité suicidée, le spectre métallique de ce qu'elle fut plusieurs fois par siècle. Donc c'est dans New York sous l'occupation, et là encore c'est un roman qui doit beaucoup au moment où il sort, c'est-à-dire après la crise financière qui a spectaculairement frappé New York. Oui, mais quand même, vous aimez bien les villes en ruine. Pourquoi est-ce qu'un jour vous n'écrivez pas aussi sur Paris ? Donc Paris est nettement moins intéressante, et que Madame Hidalgo ne le prenne pas mal, mais que New York et Rome pour faire un roman. Rome, c'est le sujet éternel. Enfin, c'est un tas de ruines sur lequel se développe un tourisme fou, mais en même temps, il se passe des choses à Rome qui ne peuvent pas se passer ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions à Rome qui ont nourri. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de cinéma. Eh bien, le cinéma qui se passe à Rome est plus intéressant que le cinéma qui se passe ailleurs en Italie. Pourquoi également Pasolini prend tellement racine là-bas. Enfin, vous voyez, c'est... Et non, mais quand on vous lit, on a envie de déménager là-bas, vraiment. Autre phrase de vous. Vous vous souvenez des souvenirs, c'est une marche dans le sable que d'avancer vers les souvenirs. Comprenez, pénible et belle. Tenez, se souvenir de ce que l'on a été,
de ce que l'on a obtenu à la barbe des autres, se souvenir de son talent à jamais inemployé, comme d'un glaive resté propre. Alors, je suis très heureux que vous citiez ce passage des lois de l'apogée. 2016. Ouais, parce que vous voyez, il y a là les prémices des dernières nouvelles de Rome et de l'existence. Et donc je découvre, grâce à vous, Frédéric, l'incroyable cohérence dans votre œuvre. de ma tête que je pensais fatiguée, mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence, et on le découvre ici parce qu'ici vous avez quelqu'un qui travaille. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Vous êtes rare de votre espèce. En fait, vous aimez les ratés qui ont réussi, les winners qui plaquent tout. Pourquoi pas? Je sais pas. Oui. Par exemple, est-ce que vous avez vu Le Sauvage de Jean-Paul Rapneau? Bien sûr. C'est exactement un peu Nicolas Palumbo, le gars qui est parfumeur à succès et qui se barre sur une île déserte dans une cabane. Oui. Rapneau a une Rapneau a une obsession que je partage, c'est qu'il adore ces adultes qui sont restés des adolescents. Et donc ils sont bondissants, ils obéissent à des envies qui sont a priori celles d'un jeune âge. Et c'est un vrai sujet, là encore, qui rejoint celui de l'existence et du livre. Nous coexistons de manière permanente avec deux individus. Celui que vous étiez jadis et celui que vous êtes devenu. L'un n'arrête pas de juger l'autre. Et régulièrement, surtout quand il y a des difficultés qui nous tombent sur le rable, eh bien, on se souvient des promesses qu'on avait pu faire à soi. Ouais. Ça me fait penser à une phrase de Georges Wolinski, qui est sublime. Nous avons fait mai 68 pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus. C'est drôle, là encore, puisque c'est une phrase que vous retrouvez dans Nous nous sommes tant aimés. Ouais. Voilà. Ettore Scola. Oui, Ettore Scola, où un des personnages dit nous voulions changer le monde, et c'est naturellement le monde qui nous a changé. Dernière phrase de vous, dans quel livre vous l'avez écrite? À 50 balais, il donnait l'impression d'un homme tombeau. Ça, je dirais que c'est L'île introuvable. L'île introuvable, 2019. C'est quoi un homme tombeau? Est-ce que nous sommes des hommes tombeaux? J'ai le sentiment, Frédéric Beigbeder, que vous êtes encore plein de sève. Donc, vous n'êtes pas de ceux-là. Mais effectivement, les hommes tombeaux sont ceux qui ont abandonné une partie de ces désirs qu'ils avaient érigés en promesses pour eux-mêmes, et puis qui ont été, accaparés par des choses qui pèsent lourd finalement, et qui les distrait de manière, à mon avis, définitive des grands enjeux de la vie. Mais vous savez, ce qui est bien aussi dans votre livre, tout simplement, c'est que c'est pas des hommes tombeaux, c'est que c'est des hommes beaux. Ils sont beaux parce que ils sont tristes, ils sont paumés, et ils sont dans un endroit sublime, et parce que le téléphone portable n'a pas encore été inventé, et donc ils se parlent, ils se rencontrent à des terrasses, ils boivent des verres. Oui, ils reviennent à la réalité des conversations et de la véritable discussion. Combien d'échanges par jour sont ce que les Américains appellent le small talk, oui. et en réalité, une grande partie de la conversation d'entreprise, de la conversation de couple, une partie des amitiés digitales, enfin cliquées, nouées par écran interposé, on sait bien que tout cela ne vaut rien. Bon, et donc ces personnages-là, dans l'Italie de 1969, forment encore une légion, un peuple humain extrêmement attachant. En tout cas, j'ai essayé de le rendre tel. Ce qui est formidable aussi dans votre livre, c'est qu'au fond, vous nous permettez de revenir dans ce monde d'avant le numérique, alors que ce serait peut-être la seule solution pour s'en sortir, mais on ne peut pas. On peut simplement, en lisant votre livre, pendant 200 pages, on peut s'y retrouver. C'est un livre je dirais, c'est l'accessoire indispensable pour cet été au bord des piscines en Toscane, avec un pisco sour à la main. Voilà, c'est ça votre livre. Bah écoutez, j'espère que les millions d'auditeurs qui vous suivent seront de votre avis. Bien, alors les conseils de lecture, parce que comme votre métier c'est de lire, même si vous n'êtes pas critique, mais vous êtes éditeur, donc vous passez vos journées à lire des piles de manuscrits sans intérêt, et en publier 1 sur 100 ou 1000, je vais vous poser une série de questions et vous avez votre anti-sèche, donc on y va. Un livre qui donne envie de pleurer. Alors ça commence mal de mon côté, puisque je vais faire de l'autopromo. J'ai édité un garçon qui s'appelle Denis Gombert. Je vous jure, c'est la seule fois que je vais citer un livre que j'ai édité. Denis Gombert, il a écrit un livre qui s'appelle La vie est mal faite. Voilà, l'histoire d'un type qui meurt à 20 ans. Et la question qu'il pose, c'est peut-on laisser une trace quand on meurt à 20 ans? Donc le livre est naturellement bref.
Et il n'a pas besoin de tirer les larmes de manière artificielle. Le sujet est là et il est posé. Ouais. Et après avoir fini ce livre, un livre qui permet d'arrêter de pleurer. Alors, j'en déduis que c'est un livre pour rire. Ça peut être un livre simplement qui remonte le moral. Il y a un auteur avec lequel j'ai eu souvent des expériences, on va dire, hilarantes. C'est-à-dire, je le lis et je me dis, mais d'où ça peut lui venir qui est un metteur en scène de pure comédie, c'est Olivier Maullin. Ça s'appelle Le Bocage à la nage. Oui. C'est celui, si je dois en sortir un de son œuvre, c'est celui-ci. Où il quitte Paris, c'est ça? Exactement, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un château, entre des anarchistes, des zadistes et un aristo. C'est excellent. Rapneau aurait adoré. Oui, bien sûr, le réalisateur de La vie de château. Un livre pour s'ennuyer. Alors, je dois un peu creuser pour avoir ça en tête, parce que en réalité, il faut savoir être tendre avec l'ennui. Et aujourd'hui, je suis comme les autres. J'ai des difficultés avec l'ennui. Donc il y a un ennui qui est délicieux, c'est quand vous prenez un livre de voyage et que vous embarquez avec un grand auteur. Bon, alors voilà, on va aller à l'essentiel, on va prendre Flaubert, Le Voyage en Orient. Ouais. Il existe aujourd'hui au format poche, 800 pages, et c'est formidable. Il arrive en Égypte, il a l'idée il va revenir de l'Égypte avec deux choses. La première, c'est qu'il a le nom d'Emma Bovary, paf, qui lui vient dans la tête, je crois au pied des pyramides ou au bord du Nil, en tout cas au milieu du décor caricatural de l'Égypte. Je sens que le deuxième va être une MST. C'est ça. La syphilis. La syphilis. Un livre pour crâner dans la rue. Alors, j'ai cherché un livre dont le titre était assez spectaculaire et en même temps suscitait comme ça une sorte de curiosité spontanée. Et il y a un écrivain qui publiait à l'époque chez Gallimard qui s'appelle David Dinota. Oui. Et il a publié un livre qui s'appelle Projet pour une révolution à Paris. Ah oui. J'ai adoré ce titre. Je l'avais acheté pour le titre et c'est incidemment que j'ai découvert le talent de David Dinota. En réalité, il n'est nullement question de révolution. Mais si vous descendez le boulevard Raspail, que vous arrivez un peu plus bas, sur des terrasses que vous connaissez très bien, et que vous posez votre livre Projet pour une révolution à Paris, ça fait son effet. Ça fait son effet, voilà. Tout à fait. Mais vous savez qu'il y avait Alain Robbe-Grillet qui avait écrit Projet pour une révolution à New York. Je pense qu'il s'est... Dans le cas de David, il est question d'une histoire d'amour. Un livre qui rend intelligent. Et Dieu sait si j'en ai besoin. Oui, parce que là, vous supposez le lecteur est quand même moyennement con. Donc, un livre qui rend intelligent... J'en ai fait l'expérience là récente. Je suis retombé sur ce dialogue entre Modiano et Emmanuel Berle. Ah oui. Ça s'appelle Interrogatoire. Berle est une intelligence formidable. Encore une fois, que j'adore parce qu'il est sans catégorie rattachable. Oui. Et voilà. Et cet entretien, on sort de cet entretien effectivement nettement moins bête. Un livre pour séduire. Un livre pour séduire, un livre de Lamartine. Gradiella. Ah oui, comme Marin de Viry. Il a eu la même réponse. Un livre que je regrette d'avoir lu. On voudrait pas de plonger dans ma première vie, et donc je vous dirais Le Memento fiscal des éditions Francis Lefebvre. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu sec. C'est cafard. Ouais. Oui, c'est dur, c'est dur. En même temps, c'est de loin le livre le plus utile de tous ceux que vous avez cités. Il faut avoir des difficultés fiscales, et donc a priori un peu d'argent. Mais oui. Un livre que je fais semblant d'avoir fini. Je dirais 95% des Goncourt. Ah oui. On voit on voit l'éditeur qui n'est pas prêt de l'avoir, le prix Goncourt. Mais alors vraiment, j'aurais rien contre. 2, si vous voulez, quand un livre décroche le prix Goncourt, il y a une telle adhésion autour d'un texte et un tel engouement commercial, etc., que vous êtes un peu retardé dans le désir. Ça tue un peu l'amour, en tout cas quand on est dans le métier. Enfin, on le lit, et puis on a d'autres urgences, et puis quelque chose s'est imposé par-dessus cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut pas souhaiter avoir le prix Goncourt. Il vaut mieux avoir le prix Renaudot. Enfin, je lance quand même un appel aux jurés du Goncourt, et je leur dis, si jamais, par extraordinaire, vous aviez la prochaine fois 5 minutes à accorder à un de nos livres, je serais très heureux qu'ils les apprécient. Le livre que j'aurais aimé écrire. Oh là, sans aucune ambiguïté. Non, pas celui-ci. Vous direz Daimler s'en va de Frédéric Berthet. Ah, mais oui, c'est merveilleux. Oui, encore un homme qui s'en va. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu de votre vie, Jean Le Gall?
Franchement, votre question tient pas la route, Frédéric. Parce que le pire livre, vous n'allez pas au bout. Pourquoi vous infligez ça? Ah, mais si, parfois, on se dit, ou alors on vous a obligé. Il y a quelqu'un vous a obligé à lire un livre quand vous étiez petit, par exemple, on vous a forcé à lire. Non, je sais pas. Le seul cas que je peux rapprocher, c'est quand vous aimez passionnément un auteur et que vous tombez Sur son pire livre. Sur son pire livre. C'est arrivé. Balzac, j'ai lu de mauvais Balzac, mais c'était essentiellement des textes qui avaient été sortis, réédités en tant que nouvelles. Donc, voilà, mais j'ai pas de titre en particulier. Et enfin, dernière question, le livre que vous lisez en ce moment. Je vais attaquer demain, enfin je l'ai récupéré hier, la biographie qui vient de sortir à l'Archipel sur Sioran. Ah, voilà, oui, et qui vient d'avoir le prix Goncourt de la biographie. Ah bon, très bien. Comme ça, on en saura plus sur sa jeunesse agitée. Voilà. Merci beaucoup, Jean Le Gall, d'avoir passé cette heure en ma compagnie. C'était vraiment un plaisir. Et évidemment, j'ordonne à nos auditeurs, nos spectateurs, nos téléspectateurs et aussi aux autres de lire Dernières nouvelles de Rome et de l'existence de Jean Le Gall aux éditions Gallimard. Comme je l'ai dit, c'est l'accessoire indispensable pour cet été, que vous soyez au bord d'une plage ou dans une cave. Merci à toute l'équipe du Figaro Télé et je remercie ma mère pour m'avoir donné la vie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, très important. À chaque fois, je conclue en disant, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Pensez à ça. C'est quoi ça? Ma chemise, c'est Figaret, c'est eux qui payent. Ah oui. Ouais.